m'appelle Farati Moussa, je viens d'Ikoni. Je suis née aux Comores, j'ai eu mon bac aux Comores. Je suis partie au Maroc pour faire des études de droit. Alors j'ai atterri dans le droit par hasard, mais je regrette pas. Je regrette pas. J'ai fait 4 années au Maroc. Je suis sortie avec l'équivalent d'un Master 1 en droit public. Ensuite, je suis partie en France. J'ai fait 2 masters. Un master recherche que j'ai pas fini parce que j'aimais plus. C'était un master recherche droit public comparé des pays francophones. Je me suis beaucoup ennuyée vers la fin, donc je ne l'ai pas fini. J'ai fait un master 2 professionnel intitulé Droit et gestion des risques sociaux et de santé. Et la spécialité, c'est droit des personnes vulnérables. Donc celui-là, il collait parfaitement avec mes ambitions parce que j'aime le travail social en général. Donc avec ce diplôme, je pouvais travailler dans les structures comme la Caisse des allocations familiales. Enfin, je pouvais travailler dans la protection sociale en général ou dans les ONG de protection des droits de l'homme et un peu dans ce domaine-là. En 2010, j'ai pris la décision de rentrer aux Comores parce que je ne me sentais pas très utile en France en fait. Pour moi, en France, tout a été fait et refait, tout a été dit et redit. Donc je me suis dit que certainement dans mon pays, je serais plus utile. Donc quand j'ai pris la décision de rentrer aux Comores, alors moi je ne suis pas française, donc vous pouvez imaginer la pression que j'ai eue la plupart des inconnus, des appels des gens que je ne connaissais pas forcément, mais qui m'ont appelé pour me donner des conseils, pour me faire peur surtout, en me disant tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas, il y a des gens qui sortent des millions pour avoir un visa, toi tu as eu la chance de venir ici, pourquoi tu rentres, tu devrais essayer de faire ci, de faire ça pour rester, pour te maintenir en France. J'ai dit, je n'ai pas besoin d'explications ni de motivation pour rentrer chez moi. Je suis venue en France, je ne connaissais personne, je n'avais pas d'emploi qui m'attendait ou de l'argent qui m'attendait quelque part. J'ai pu partir à l'aventure. Pourquoi je ne peux pas partir à l'aventure dans mon propre pays? Donc j'ai écouté mon intuition. Je suis rentrée aux Comores en décembre 2010 et je ne suis pas déçue de ma décision. Je travaille dans le secteur privé depuis que je suis là en fait. J'ai travaillé à l'organisation patronale des Comores, qui est l'équivalent du MEDEF en France, en tant que... alors, tout de suite, j'ai été responsabilisée. Au début, j'ai eu très peur, parce que je n'avais pas d'expérience, j'avais que des diplômes, mais j'ai relevé le défi. J'ai tout de suite compris qu'il fallait que je me prenne en main et j'ai accroché le wagon. J'étais chargée de la protection sociale au niveau de l'organisation patronale des Comores. Donc mes missions consistaient à veiller sur les contrats de travail, veiller sur les bonnes conditions de travail, c'est-à-dire santé et sécurité au travail. Donc je conseillais les employeurs, comment éviter les pièges et tout ça, c'était ça mon rôle. J'ai aussi travaillé en collaboration avec les organismes comme le BIT, dans la lutte contre le travail des enfants. J'ai même rédigé une charte de responsabilité sociale sur la protection des enfants qui était destinée aux entreprises membres de l'OPACO. Ça s'appelait avant, maintenant ça s'appelle le MODEC. Cette charte devait engager les membres de l'organisation dans la lutte contre le travail des enfants en général. Tout de suite, on s'est vite rendu compte que les entreprises formelles n'exploitent pas les enfants, de manière générale. Donc, on a vite changé de cible. On a été voir les entreprises informelles. Ça a bien marché, mais le problème
dans le pays, c'est qu'on a toujours tendance à croire que quand il y a un projet, ça appartient au bailleur. Donc quand le BIT a arrêté de financer, de mettre de l'argent dans ce projet, le gouvernement ne s'est pas approprié la démarche, ce qui est un peu dommage. Donc, ensuite, l'organisation patronale des Comores rencontrait des problèmes pendant un temps, au point de disparaître carrément de la scène économique. De 2012 à 2013, l'organisation a existé que par le nom et par le président, qui était M. Dramsi Firozali. Donc j'ai dû aller vers les agences des Nations Unies. Donc j'ai travaillé en tant que consultante avec la SFI, Banque mondiale. J'ai fait une étude sur le processus juridictionnel comorien, plus particulièrement la chambre commerciale. Alors mon travail consistait à chronométrer le temps qu'un justiciable met à partir du jour où tu as introduit ta demande en justice et le jour où tu obtiens ton procès et le jugement. Alors, vous allez être surpris, mais un procès commercial prend en moyenne 2 ans. 2 ans. Donc, c'était un sujet très sensible parce qu'il fallait que je m'entretienne avec les responsables des juridictions. Il fallait que je dise des choses que les gens n'ont pas envie d'entendre. Donc j'ai dû m'entretenir avec les huissiers, les avocats, les magistrats, les notaires. J'ai dû constater des choses. Et puis après, il y avait un travail de restitution. Donc pour que mon rapport soit validé et approuvé, il fallait que ces personnes-là que j'ai rencontrées soient là le jour de la restitution. Donc vous pouvez comprendre un peu le challenge dans un petit pays comme les Comores. J'ai été indexée pendant un moment, mais j'ai jugé personne. J'ai fait un constat, j'ai livré des faits que personne n'a nié en fait. Donc l'étude a révélé beaucoup de choses, les obstacles, pourquoi il y a des lenteurs. Est-ce que c'est parce qu'on utilise des codes qui sont vieux, inadaptés? Est-ce que c'est parce qu'il y a des responsables qui manquent de volonté? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'interrogations? Malheureusement, quand ce programme est arrivé à sa fin, l'étude est restée dans les tiroirs. Il y a eu une avancée remarquable sur les procédures de création d'entreprise. Donc quand j'étais à l'OPACO, j'ai participé bénévolement dans les travaux techniques de ce programme. Le programme s'appelait Programme d'amélioration du climat des affaires et du crédit bail. Donc toutes les entités concernées, notamment le secteur privé, étaient représentées dans ces travaux techniques. Donc j'ai représenté l'organisation patronale dans ces travaux qui ont abouti notamment à la réduction des étapes de création d'entreprise. Actuellement, on peut créer une entreprise en 3 jours en se rendant à un seul endroit. On n'est pas obligé de faire tout le tour et de se faire arnaquer, ce qui était le cas avant. On se rend à l'UCCIA, l'Union des chambres de commerce, ou à l'ANPI, l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Donc on ne s'est pas encore mis d'accord sur l'appellation exacte, mais c'est une sorte de guichet unique. Il y a des conseillers qui sont là spécialement pour ça. Il y a des représentants du domaine, il y a des représentants de toutes les structures qu'on est censé rencontrer pendant la procédure de création d'entreprise. Donc ces structures-là sont représentées dans cette sorte de guichet unique. Au bout de 3 jours, on obtient son registre de commerce. Et le coût a nettement baissé aussi.
fait, quand j'ai réalisé ce travail, j'ai rencontré aussi des justiciables pour avoir leur opinion. Donc j'ai suivi des cas bien précis, des gens qui m'ont autorisé à travailler sur leur cas personnel. Dans le rapport que j'ai livré, il y avait des cas bien précis avec un chronogramme où on voit le premier jour où la procédure a débuté, quand est-ce qu'il y a eu la première audience, combien de renvois il y a eu aussi. Parce qu'en fait, ce qui rallonge la procédure, c'est le nombre de renvois. Donc, parmi les missions qui m'étaient confiées, c'était de comprendre pourquoi il y avait autant de renvois, sachant qu'il n'y a qu'une audience par mois et par chambre. Donc, si en janvier il y a eu un renvoi, il faudra attendre encore. Comme on n'a qu'une salle d'audience, toutes les chambres doivent passer par mois et par chambre. Donc, ça fait partie des lenteurs. On a une seule salle d'audience à Moroni. Enfin, j'ai fait les îles aussi, c'est presque pareil, à des degrés différents. Je prends le cas de Moroni par exemple, il y a une seule salle d'audience. Que ce soit le pénal, le civil, le commercial, tout se passe dans cette salle. Donc il y a un calendrier des audiences. Donc si on rate le 25 mai par exemple, pour la chambre commerciale, on va devoir attendre le 25 juin pour cette même chambre. Donc un renvoi, un mois. Un renvoi, un mois. Dans une même procédure, dans un seul dossier, on peut avoir jusqu'à 5 renvois. Donc on aura perdu 5 mois facilement. Donc je devais étudier les causes de ces renvois. Donc souvent c'est des renvois évitables. C'est des renvois évitables. Il faut veiller sur les délais parce que des fois la partie adverse a oublié la date de l'audience, n'est pas venue. Donc ça peut constituer une cause de renvoi. Des fois l'avocat de la partie adverse vient se constituer le jour même et à l'audience, en disant je me constitue partie civile ou l'avocat d'un tel. Donc là, on est obligé de renvoyer parce que les conclusions n'ont pas été produites pour donner du temps. Donc souvent, il y a ceux à qui ça arrange les manœuvres dilatoires, pour ne pas dire le terme exact. Ces tarifs-là sont réglementés et publiés au journal officiel. Donc je me suis procuré ces textes-là. Ensuite, quand j'ai été voir les huissiers par exemple, je demande combien vous facturez. Est-ce que je peux avoir une facture? Certains étaient plus gentils. Ils m'ont donné des exemples de factures. Et je leur dis, mais il y a un grand décalage entre ce qui est prévu et ce que vous facturez réellement. Sachant que le parquet est le gardien. Donc, normalement, quand on facture plus qu'on ne devrait, le parquet devrait agir. Donc, il y a une procédure pénale qui se lie dans ces choses-là. Mais j'ai eu des explications du genre le coût de la vie, c'est des tarifs qui ne sont plus adaptés. Mais moi, ce que je leur disais souvent, c'est que quand on veut augmenter les tarifs, il faut suivre les procédures, il faut changer les textes. On ne peut pas fixer des tarifs comme ça parce qu'aujourd'hui, le coût de la vie a changé. Donc, c'est valable. Bon, alors chez les avocats, on dit que les honoraires sont libres. Donc, c'est encore plus compliqué. Mais on dit aussi que le client doit quand même être en mesure de pouvoir comprendre la facturation. Même si les honoraires sont libres, mais le client devrait comprendre ou au moins avoir l'information sur combien ça coûte la consultation, c'est-à-dire le premier jour où tu vas voir l'avocat, combien ça coûte la recherche juridique, parce que tout ça est facturé. Dans la facture, normalement, il y a les détails comme la première rencontre, le premier entretien, quand il a accepté
le dossier. Donc, il te facture encore, il te dit la recherche juridique, ça va me coûter tant, la rédaction des actes, ça va coûter tant. Donc, normalement, même si les honoraires sont libres, le client devrait comprendre pourquoi il a eu ce montant-là. Ce qui n'est pas vraiment le cas dans la réalité. Les clients payent sans trop savoir ce qu'ils attendent en retour. J'ai eu des témoignages des gens qui avaient payé des avocats, par exemple, mais qui n'étaient pas là le jour de l'audience. Ils ont un avocat, mais ils se retrouvent à aller au tribunal tous les jours. Ils angoissent parce qu'ils ne savent pas si le jugement est sorti ou pas, ils ne savent pas. Donc tu as un avocat, mais tu continues à faire le travail toi-même, sachant que tu ne connais pas le monde judiciaire. Donc c'est un peu valable pour toutes les personnes que j'ai rencontrées et tous les corps professionnels. Je ne sais pas si c'est passé, mais même ma mère qui est à la retraite, qui est à la maison, elle était au courant. Bon, on lui a rapporté des choses déformées, évidemment, mais je me rappelle, une fois je suis rentrée à la maison, elle m'a dit, à ce qui paraît, tu as insulté la justice. J'ai dit, qui ça? Moi? Non, j'ai insulté personne. S'il y a des gens qui se sentent visés, bah, c'est qu'ils ont quelque chose à se reprocher. Et oui, je me rappelle aussi que j'avais des papiers à demander au niveau de la justice. On m'a fait tourner en rond pendant des jours, alors qu'il manquait aucun papier. Je n'avais pas besoin d'intervention pour avoir ces papiers-là non plus. J'ai suivi la procédure normale. Et je me rappelle, comme j'avais souvent été là-bas, donc tout le monde me connaît, certains m'ont vu dans les couloirs, ils m'ont demandé ce que je faisais là, pourquoi j'attendais, et toute la journée, j'ai dit, ah, j'ai des papiers ici, on me dit d'attendre. Donc il y en a 2 qui sont rentrés dans le bureau pour voir le collègue. Tout ce qu'elle a eu à dire, Wakauridia. C'était une collègue, je rectifie. Donc c'est pour ça que j'avais pas eu mes papiers à temps. C'est parce que je les ai insultés. Donc la personne est ressortie avec les papiers finalement. Elle m'a dit, apparemment c'est des représailles parce que tu as insulté la justice. Une fois aussi j'ai rencontré un ami qui est avocat, il m'a dit, tu sais, hier tu es passé par là, les gens qui étaient avec moi ils disaient Tsola, oh là là. J'ai dit, bon, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est pas évident quand tu es dans un petit pays et que tout se passe à Moroni. Mais bon, j'essaye d'avoir le moins d'ennuis possible avec les gens. Je travaille en ce moment en tant que consultante avec un projet comorien financé par la Banque mondiale qui s'appelle ABGE, projet d'appui à la bonne gouvernance étatique. Alors ma mission, je suis ce qu'on appelle une coach IRR, c'est-à-dire coach en initiative à résultat rapide. C'est l'initiative à résultat rapide, c'est un outil de la Banque mondiale qui consiste à aider à la mise en œuvre des plans d'action des entreprises ou des structures étatiques. Cet outil, comme son nom l'indique, consiste à travailler en obtenant des résultats. Donc, mais là, on parle de résultats rapides. Et quand on parle de résultats rapides, c'est-à-dire des résultats obtenus en moins de 100 jours. Donc, mon travail, c'est d'abord de sensibiliser les fonctionnaires sur la notion de la gestion axée sur les résultats. Comment être utile au travail, parce que certains ne se sentent pas utiles, parce qu'ils ne sont pas au bon poste, parce qu'ils ne rendent pas de compte aussi, donc ils savent qu'ils peuvent s'absenter, ils ne seront pas inquiétés. Donc mon travail, c'est d'abord de la sensibilisation,
sur le fait de travailler avec des résultats, sur le fait d'être utile au travail. Et là, actuellement, mon intervention est axée sur le GISE, un logiciel qui s'appelle GISE, G-I-S-E. C'est un système de gestion intégrée des structures et des effectifs. Alors, ce logiciel consiste à intégrer toutes les données sur les personnes qui sont payées par l'État, quel que soit leur statut, que ce soit des contractuels, des fonctionnaires ou pour les postes politiques, j'ai oublié le terme, mais toutes les personnes qui perçoivent une rémunération de l'État. Parce qu'il y a eu beaucoup de recommandations sur l'augmentation de la masse salariale ou des recettes de l'État en général, non, des dépenses de l'État plutôt. Donc parmi les recommandations, il fallait baisser la masse salariale. Donc il y a un logiciel actuellement qui s'appelle GISE. Et ce logiciel rencontre beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de failles. Donc maintenant on parle de GISE amélioré. C'est-à-dire c'est le même logiciel, mais on a détecté les anomalies, on essaie de l'améliorer. Donc actuellement, il faut que toutes les personnes qui sont payées par l'État y figurent, parce que certaines personnes sont dans le GISE actuel, c'est-à-dire le GISE 1. D'autres personnes sont payées dans des états manuels, d'autres personnes sont payées sur des lignes budgétaires que je ne connais pas. Donc on essaie d'harmoniser. J'ai aussi une autre mission toujours avec ce projet ABGE, c'est la publication des rapports sur l'exécution budgétaire. Donc c'est des informations très sensibles. Je me heurte à beaucoup d'obstacles, notamment la rétention d'informations qui vont les coincer demain. Donc autant moi j'ai un tableau avec des livrables, comment dire, des indicateurs, mais ce qui est une priorité pour moi ne l'est pas forcément pour les agents de l'État ou les responsables que je rencontre. Donc je me retrouve souvent avec des cases vides parce que l'information existe mais je ne l'aurai jamais. En concevant ce projet-là, c'est pas pour me faire de l'argent en fait. C'est plutôt mon côté social qui parle. Là, je rejoins ma formation initiale qui est droit des personnes vulnérables. C'est plus pour aider la jeunesse, parce que dans les postes à responsabilité que j'ai eu à occuper, on a souvent publié des appels à candidature. J'ai reçu des CV, j'ai reçu des lettres de motivation. J'ai vu beaucoup de choses dans ces CV, dans ces lettres de motivation, et je me suis dit, j'ai peut-être quelque chose à apporter, je peux aider ces jeunes-là. J'ai aussi reçu des gens en entretien, donc j'ai compris que ce qui est automatique ailleurs ne l'est pas ici. Donc certaines personnes ne savent pas ce qu'elles doivent mettre dans leur CV, ce qui ne doit pas apparaître, ne savent pas qu'il faut se préparer avant d'aller à un entretien. Il y a beaucoup de gens diplômés aussi, mais qui ont des profils qui n'intéressent pas le pays actuellement. Donc moi, mon projet, c'est de continuer dans ce que je fais, c'est-à-dire le coaching, mais plutôt axé sur les jeunes, ceux qui veulent faire de l'orientation professionnelle, les aider à obtenir des stages, c'est-à-dire de l'insertion professionnelle, et aussi les encadrer pour ceux qui veulent aller poursuivre des études à l'étranger, comment choisir les bonnes écoles, les bonnes formations, comment obtenir l'inscription, comment faire les démarches pour partir, s'il y a moyen d'obtenir un financement. Moi, ce n'est pas pour me faire de l'argent spécialement, c'est pour aider. Je me dis c'est ma contribution dans l'humanité et pour mon pays.